Salut à tous, bienvenue dans le FC Stream Team. Salut Martin. Ça va? Ça va et toi? Moi, ouais, super. Génial. Ouais, un peu touché moi quand même. Pourquoi? Tournoi de foot hier. Ouais, bah, on a pris une déculottée. Ouais, alors que. On a pris une déculottée. À un moment, il faut assumer nos responsabilités. Ouais. On n'a pas été bon. Mais- Et ça arrive, on est bon tous les vendredis. On peut être un peu moins bon le jeudi. Non, mais moi je le dis, on a trop confiant à un Trop moment. confiant. On gagne notre premier match 6-0. C'était un tournoi Eurosport. Et vraiment, notre là, on équipe, marque comment elle s'appelle? FC Stream Team. Donc on défend la marque, là. On défend le drapeau. tout le monde avec les maillots équipe de France. Donc Ouais. j'entendais à la fin du match qu'on avait un peu marqué les esprits quand même. Je vais te dire la vérité. Vas-y. Même moi aussi. Non, mais vraiment, ce que je pense du fond de moi, c'est les Pays-Bas 74. C'est-à-dire, on a défendu une idée du jeu. On est mort Alors, avec nos ouais. idées. Non, ben justement, non. On Ouais, l'a si. défendu sur un match. Du Ouais, jeu. ça, c'est pas grave. On gagne 6-0. Les gens sont là en Et extase. on déroule. Hein. Limite, déroule. s'ils nous portent pas en Ouais, triomphe, ils sont là, Martin, Maxime, c'est exceptionnel. Et effectivement, on arrivait à chouïa trop confiance sur les deux matchs d'après. Et moi le premier. Parce qu'il faut expliquer quelque chose. On avait un renfort qui arrivait qui est de très très haut niveau. Ouais. Et qui a flingué la belle mécanique. Mais, je pense qu'on a laissé une trace. Je pense que. Ah ouais, mais de pneus alors. Non, je pense qu'on a laissé une trace. Ah ouais. Et je pense que les gens se souviendront de ce premier match. Ah, le premier match, oui, non, c'était très beau. Non, en fait, premier match, on n'était pas hyper confiant. Donc, on s'est dit, on va être discipliné. C'était vraiment, on a dit, il y en a qu'un qui est devant. On a défendait fait à tout ce qui est- 3, avec Cyril Morin qui était axial défense. Moi, j'étais à gauche, toi, tu étais à droite. Et Yanis, Ouais, il y a eu des buts, des passes qui des. était attaque. Ouais, bah, Il y a eu du chaud. j'ai mis 4 buts. Ouais, il y a eu du chaud. Ouais, non, c'est bien, c'est bien. Et les résultats, on s'est ramassé. Premier match, sérieux, 6-0. Et là, on se dit, on est au-dessus. Et en plus, on a un renfort qui arrive, qui a joué un Ouais, très puis, très bon ce qu'il niveau. dit pas, c'est que lui il nous dit bon les gars, la demi-finale, machin. Lui il était parti, ça y est, nous. Il a appelé sa femme, il a dit Ouais. enlève quelques livres de l'armoire, j'ai un trophée à mettre ce soir. Et deuxième match, je l'ai vu parce qu'on tournait et je voyais sur le côté, en fait, on défendait moins. Et comme on avait ce joueur-là, on s'est dit, au pire, il va faire la différence. Bah, il l'a pas fait. Non. Putain, il l'a pas fait. Ouais. Tu sais quoi? C'est le PSG à l'envers. Mm. C'est comme si le PSG avec Mbappé, c'est la deuxième équipe, et sans Mbappé, c'est la première équipe. Ouais. C'est la première équipe qui aurait dû Donc gagner. tout ce qu'on dit ici, ce qu'il faut pas faire, on l'a fait. Donc, Exactement. Et surtout- c'est ça la fragilité quand même de l'existence et du football. C'est-à-dire qu'on sait ce qu'il faut faire, on savait très bien, Mm. et on ne l'a pas fait. on l'a pas Et fait. ça me rend dingue. Et vraiment, j'en ai pas dormi. Il y a deux choses qui m'ont gêné, c'est ça et pas le droit de tacler. Moi je suis passé à autre chose parce que finalement j'ai d'autres succès dans ma vie. Comme D'autres d'autres succès dans ma vie. Et Alors, donc, on voilà. parlait de succès. Alors, on va pas dire les choses. Alors, on enregistre aujourd'hui l'émission un peu à l'envers parce qu'on avait un invité qu'on va recevoir après. Mm. Et là, on est en train de faire l'intro à la fin de l'émission. Ça vous Ouais. paraît bizarre, mais vous comprendrez. Ah, lui, Et il donc, dit dans tout. la salle, il y a à peu près toute la rédaction d'Eurosport qui est Qui a rentrée faim, qui a la pour dalle. venir manger. Qui a la dalle. Et pourquoi Ouais. Parce qu'en plus, toi, tu es serré par le temps. Ah ouais, parce que j'ai mon entretien individuel derrière. Voilà. Avec Cyril Alors, Morin. est-ce qu'on peut faire un avant-entretien individuel annuel pour savoir ce que tu vas demander, ce que tu penses de ton année? Une année exceptionnelle, c'est-à-dire que 2024 était déjà grandiose parce qu'il y avait les JO. Là, on met la barrière au-dessus. Donc l'an dernier, j'étais augmenté de 22%. Donc là, j'ai demandé 44%. Voilà, 44% d'augmentation. Ce qui me semble tout à fait honnête par rapport à ce que je dis ici, ce que j'écris là-bas, enfin ce que je fais. Je suis un peu l'homme orchestre d'Eurosport, je sais tout faire. Donc à un moment donné, il va falloir que ça se monétise. Tu sais que tes collègues, si tu fais 44%, tes collègues n'auront rien, ils seront même en négatif. À un moment, ça veut se mettre à mon niveau. Et là, pour l'instant, force est de constater qu'ils sont quand même loin. Qu'ils sont quand même un peu loin. Mais bon, j'ai l'impression d'être Maradona en 86, tu vois. De porter Eurosport sur mes épaules. Donc à un moment donné, bah, voilà. Ça se paye. Ah, ça se paye. Ça se paye. Tout se paye dans ce Eh bien, moment. écoute, on en reparlera la semaine prochaine. Ouais, parce on qu'on fera un il n'y aurait pas débrief. 44%. On fera un débrief du. Ah bah d'ailleurs, ah oui, si, il faut le dire maintenant. La semaine prochaine, émission spéciale en direct sur YouTube à partir de 18h. Ouais, On n'a 18h. pas encore décidé de l'horaire, mais à peu près 17h. Ah oui, venez en direct sur YouTube, ouais. Tirage au sort de la Coupe du Monde. On va tenir le crachoir pendant 2-3 heures à peu Ouais. près. On va faire ça en direct. Il y aura des jeux, des quiz, etc. Ouais. Des cadeaux à gagner. Non, je déconne. Ouais. Et voilà, donc il y aura Quentin qui viendra. On aura aussi nos habituels de Tour d'Europe qui viendront parler, débriefer du tirage de leur équipe respective. Et même Guillaume Pacini qui viendra parler d'Italie alors qu'ils ne sont pas Donc qualifiés. on ne parlera pas que de la Coupe du Monde. On a envie de parlera rigoler d'Italie. un peu. Donc voilà, soyez au rendez-vous, soyez nombreux. On va passer un très bon moment la semaine prochaine et on répondra évidemment à vos questions en direct. Et aujourd'hui, 3 sujets, Maxime, parce que quand même il faut donner le sommaire à un moment donné. 1, Chevalier peut-il devenir un problème pour le PSG? Il a fait encore une belle boulette face à Tottenham mercredi. 2, Liverpool, c'est quoi le problème? Voilà. Et 3, le problème Francaise à Nice. Voilà, qu'est-ce qui lui arrive? Il est au bout du rouleau, l'ami Francky. Donc on en parle à la fin de l'émission. Et voilà, On est parti? et on est parti. Allez, on va parler de notre premier sujet, de Lucas Chevalier. Est-ce qu'il peut devenir à terme un problème pour le PSG? Il a encore
fait une sortie un peu hasardeuse en Ligue des Champions. C'était quand c'était mercredi face à Tottenham, et on reçoit Christophe Lolichon, entraîneur des gardiens de Dunkerque, qui fut aussi celui de Chelsea, et avec lequel on aime bien parler des gardiens de but. Comment allez-vous, Christophe? Très très bien. Bon. Après une belle soirée à Canal+ sur l'Europa League et la Conference League, c'était plutôt intéressant, avec beaucoup de buts, et puis un bon match de Strasbourg, un bon match de Lyon, un bon match de Lille, un petit peu moins bien au niveau de Nice, mais la soirée européenne a été prolifique. Et donc on va parler de Lucas Chevalier, qui, disons, fait un début de saison, si on est gentil, moyen avec le Paris Saint-Germain. Si on est méchant, on peut dire que voilà, il a coûté quelques buts. D'abord, j'aimerais revenir avec vous sur cette situation face à Tottenham et sur ce deuxième but, parce que vous n'avez pas forcément les mêmes lectures que nous. Est-ce que pour vous, il y a une erreur manifeste? Disons qu'il fait une erreur d'appréciation de la situation, à savoir qu'il veut aller vers le ballon alors qu'il n'a quasiment aucune chance d'y aller. Il eût été préférable de rester en protection du but et en fermant bien l'angle, et là ça changeait quand même pas mal la donne. Là il se sent obligé d'y aller, alors pourquoi? Je sais pas. Sincèrement je vois pas comment ce qui peut expliquer son intention d'y aller. Ouais. Il n'y a aucune chance qu'il laisse le ballon. Alors, il vient de faire une rotation, de changer de position, parce que le corner est joué long, et ça arrive vraiment sur je dirais presque sur le troisième poteau. Et puis là, le ballon semble anodin. S'il reste parfaitement placé, je pense même qu'il peut la bloquer, cette balle. Ouais. Le premier ballon. Est-ce que, alors, plus globalement sur le début de saison de Lucas Chevalier, il y a eu des boulettes face à Marseille, il y a celle-ci, face à Lyon aussi, où il est un peu haut sur un lob de Maitland-Nice. On a l'impression quand même qu'il a du mal à épouser son nouveau costume du Paris Saint-Germain. Est-ce que vous avez cette appréciation-là aussi, ou est-ce que vous trouvez les jugements trop durs à son égard? Alors, les faits plaident dans le discours que vous avez, à savoir qu'il y a une succession d'hésitations, mais on oublie de voir ce qui n'est pas très visible chez Chevalier. À savoir qu'en arrivant au PSG, si Enrique le prend, il y a une raison très précise, outre le fait que ce soit un très bon gardien pour défendre le but, c'est surtout un excellent joueur avec ses pieds qui sent très bien le jeu. Donc c'est l'une des premières mission ou raison qui a fait que Chevalier se retrouve au PSG. Mais en plus, il tombe dans un PSG où défensivement, c'est quand même pas non plus la grande plénitude aujourd'hui au PSG. Donc il est un petit peu dans ce mood là où lui est en train d'apprendre ce que c'est la pression dans une très très petite un cadre européen. Comme il a très bien dit dans la presse il y a quelque temps, je faisais une erreur à Lille, ça faisait 3 lignes, je fais une erreur au PSG, ça fait 3 pages. Donc forcément, on se focalise. Et en plus, on va faire la comparaison avec les 6 derniers mois de Donnarumma. Donnarumma qui a été l'un des acteurs principaux de la victoire en Ligue des Champions. Alors il faut laisser du temps. Je sais que dans le foot on n'a pas de temps, mais Chevalier n'est pas devenu mauvais. Chevalier, il est en train de digérer la pression qu'il y a sur le PSG. Il est en train de répondre à ce que demande Luis Enrique dans tout ce qui est relance, circuit court, et pas que du court. Il arrive et il fait. Il a beaucoup de discernement entre son jeu long et son jeu court. Et puis à côté de ça, il est vrai qu'il y a des hésitations, des décisions qui ne sont pas toujours justes, mais acceptons déjà le fait qu'il ait 23 ans, qu'il arrive comme je le disais tout à l'heure, dans l'un des cadres européens, et laissons-lui, si possible, ce temps. Malheureusement, au PSG, c'est vrai qu'ils ont brûlé beaucoup de gardiens, mais avec la présence d'Enrique, je pense qu'il aura le temps, et petit à petit, de s'affirmer. C'est vrai que c'est pas le même métier, beaucoup moins d'arrêts à faire, une pression différente, et comme vous l'avez dit, Christophe, c'est une défense qui tourne et c'est pas évident de trouver des automatismes. Moi, je voudrais m'appuyer, vous en avez parlé un peu, son jeu au pied. Est-ce que dans ce que vous avez vu depuis le début de saison, est-ce que ça correspond vraiment, d'après vous, à ce qu'il faisait à Lille et à ce que Luis Enrique est en droit d'attendre de lui, surtout comparé à Gigio Donnarumma? Bon, alors par rapport à Gigio Donnarumma, c'est pas très compliqué quand même, parce que même si Gigio Donnarumma s'y est mis en fin de saison dernière, c'est pas une qualité
c'est pas une qualité première parce que Donnarumma, il n'a pas forcément été éduqué comme ça au départ. Il faut toujours trouver les raisons. Il ne faut pas simplement faire des constats. Il faut se demander pourquoi. Chevalier, il a eu la chance d'être formé à Lille et puis en plus d'avoir rencontré un entraîneur il y a quelques temps qui s'appelait Fonseca. Et les gardiens qui sont avec Fonseca, ils avancent dans le jeu au pied parce qu'il y a des exigences. Et donc les entraînements sont basés sur ça. Et il a franchi un échelon, comme avait franchi un échelon Neuer avec Guardiola, Paul Lopez avec Bielsa. Ce sont des garçons qui, on leur demande tellement dans l'intégration au bloc, que ce soit, enfin, notamment en phase de transition offensive ou en phase de construction, que dans les entraînements, tout est fait pour que les gardiens se sentent bien. Et aujourd'hui, les relances du PSG, c'est quand même, enfin, quand on voit la maîtrise du PSG sur les circuits courts de départ, c'est quand même autre chose que ce qu'il y avait avant. Et en plus, il a une qualité, non seulement il a un rapport qui est très intéressant avec le ballon, Chevalier, mais il a une lecture de jeu de ces situations-là qui correspond à ce que veut faire Enrique. C'était déjà un peu le cas à Lille, c'est accentué encore donc à Lille avec Genesio, et c'est accentué encore avec Enrique. Moi, la question que je me pose, c'est, ok, sur le jeu au pied... sur ce qu'on voit, effectivement, peut-être que c'est plus efficace sur les relances, etc. Moi, ce qui me pose plus de problèmes au-delà de ces toiles, parce que ça peut arriver des erreurs, c'est qu'on le sent assez petit dans sa cage et dans sa surface de réparation. On sent qu'il n'a pas pris la mesure qui fait pas peur, quoi. Il y a un but face à Lyon, face à Moreira, où il a un face-à-face, où il va pas le manger, où il subit un peu. On a l'impression qu'il est sur les talons, en fait. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi et est-ce que c'est juste sur le changement de statut, le changement de club, qu'on peut expliquer ça? Le PSG a un effectif tellement fort qu'ils peuvent se permettre d'avoir une période d'adaptation quant à leur gardien. Il ne faut pas que ça dure non plus 6 mois ou 10 mois, parce que ça peut faire long. D'accord. Et il faut aussi regarder tout ce qui se passe au sein du PSG avec les blessures, avec ces multiples changements au niveau défensif. Alors que Chevalier, il a travaillé il a eu l'occasion de jouer dans des effectifs qui étaient stables, et notamment au niveau défensif. Donc là, il faut s'adapter aussi à ça. Vous l'avez dit très justement tout à l'heure, non pas qu'il était beaucoup plus sollicité à Lille, mais il était un peu plus quand même. Alors que le PSG, vous devez être dans une anticipation permanente et ne rien quasiment avoir à faire techniquement avec vos mains quand tout à coup, il y a un truc qui vous arrive. Et ça, c'est un passage, c'est une étape, ça. Mais si vous étiez, vous, aux affaires au PSG, par exemple, avec un gardien, dans ce cas-là, sur quoi vous appuieriez votre travail? Plus sur le mental, le redonner confiance, ou aller sur des points de vue plus techniques? Alors, ce n'est pas des problèmes techniques, parce qu'il n'y a pas de problème technique chez Chevalier. Le problème, c'est l'évaluation des situations. Donc, il y aurait, si j'étais, bon d'abord je ne le suis pas, mais si j'étais, imaginons, il y aurait un énorme travail vidéo et d'accompagnement lors des entraînements. Je ne connais pas les entraînements d'Enrique, mais dans les placements, et puis sur l'analyse de ses matchs, en lui demandant de m'expliquer pourquoi il fait ci, pourquoi il fait ça. Et en lui disant peut-être que ça, peut-être il faut aussi que tu t'adaptes à tel et tel défenseur. Aujourd'hui, le PSG a un défenseur axial qui n'est pas au mieux de sa forme quand même. Donc il faut aussi anticiper sur le possible manque de discernement de ce défenseur pour ne pas se faire surprendre et se trouver après acculé sur le but. Donc il va apprendre de ses erreurs, il va apprendre des largesses que sa défense aujourd'hui donne à l'adversaire sur le terrain, mais il faut qu'il se reprenne vite, évidemment. Mais ses qualités, il n'est pas devenu un gardien moyen après tout ce qu'il a montré depuis des années à Lille et à Valenciennes d'ailleurs. Parfait, merci beaucoup, Monsieur Michon, pour l'expertise, l'analyse. Et on a bien compris qu'il faut laisser du temps à Lucas Chevalier. Très important. Merci beaucoup et bonne chance avec Dunkerque dans votre saison. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Non, mais il a globalement résumé ce que je pense, c'est-à-dire laisser du temps, parce que c'est stupide de dire au bout de 3 mois, il y a le changement de décor. Il n'est pas aidé par la saison du PSG, et lui, il n'a pas joué l'année dernière, évidemment, et la Coupe du Monde des clubs, mais il arrive dans un club qui est obligé de se régénérer constamment, qui a des blessés ici et là, Zabarni qui arrive, qui n'est pas terrible, Marquinhos qui ne joue pas tous les matchs, Nuno Mendes, en fait, ça bouge tout le temps.
Et il ne faut jamais oublier que c'est un sport collectif. C'est-à-dire que lui, c'est comme un avant-centre, c'est le dernier maillon de la chaîne. Ce qu'il fait, ce qu'il rate se voit plus que le reste, mais n'empêche que pour qu'un avant-centre marque des buts, il faut des ballons. Et lui, pour bien défendre, il faut aussi que les défenseurs mettent plus de cœur à l'ouvrage. Pour gêner les attaquants. Donc moi j'ai envie de lui laisser du temps. C'est vrai que les chiffres sont pas dingues. J'ai regardé aussi son jeu au pied qui est pour l'instant très très correct, mais il joue très très court. C'est le gardien qui joue le plus court en Ligue 1. Alors évidemment c'est lié à Luis Enrique, mais moi j'ai envie de le voir refaire ses petites chips au-dessus d'un rideau. Voilà, donc je pense que c'est une question de confiance. Après je suis pas en train de dire que ça marchera parce qu'en fait on n'en sait rien, mais en tout cas ça serait un peu tôt pour se dire il fallait garder Gigio Donnarumma parce que bon. Ok, on reste toujours sur les 4 derniers mois de Donnarumma, et notamment son match de Liverpool, où il décide d'aller chercher des ballons sur les corners. D'ailleurs, il ne l'a pas vraiment refait après, donc c'était vraiment une anomalie, on va dire. Mais il ne faut pas oublier les années d'avant, où il en prenait plein la poire, et à juste titre. Donc voilà, je pense qu'il faut laisser le temps. Il n'y a pas le feu, parce que le PSG est leader en Ligue 1, et là où il faut en Ligue des Champions. Franchement, il n'y a pas le feu, laissez-lui le temps, mais c'est vrai que oui, c'est pas le même métier, on le rappelle. Il y a des gardiens qui arrivent tout de suite. Lui, il lui faut du temps. Il n'y a pas le feu, je suis assez d'accord avec toi. Moi, ce qui m'inquiète, c'est plus sur le moyen terme. C'est-à-dire, les 6 premiers mois, il n'y a pas d'histoire, parce que Paris va se qualifier pour les 8e, parce que Paris sera champion de France, parce que, etc. Ce qui me inquiète, le mot est fort, mais c'est ce qui va se passer à partir du mois de février et de mars, et que de toute façon, il ne va pas pouvoir continuer comme ça longtemps, parce que moi, par exemple, tu vois, sur les 10 dernières années, je ne connais pas un club qui a été champion d'Europe, qui a gagné avec des champions, sans que son gardien soit décisif à un moment donné, sans qu'il soit grand, sans que ce soit l'un des maillons forts. Je vais te donner la liste des gardiens qui ont gagné avec des champions depuis 10 ans. C'est Courtois, Donnarumma, Ederson, Alisson, Mendy, qu'on a un peu oublié, mais qui a fait une saison fantastique avec Chelsea, Navas et Neuer. Voilà, donc Chevalier, il doit s'insérer dans cette liste-là. Bon courage à lui, bon courage au PSG, mais ce que je veux dire, c'est que tu as besoin d'avoir un gardien sur lequel tu peux compter pour gagner avec des champions. Pour le moment, Paris n'a pas ce gardien-là. Est-ce qu'il l'aura? J'en sais rien, mais pour le moment, il ne l'a pas. Non, mais après, il y a un risque qui a été assumé de Luis Enrique et du club, c'est-à-dire de faire table rase de Donnarumma, de ne pas prendre en compte la fin de sa carrière parisienne en disant non, en fait, ça change tout, il est champion d'Europe, il a sorti les arrêts qu'il fallait, parce que Luis Enrique veut aller encore plus loin dans sa philosophie. Voilà, c'est sûr que pour l'instant, c'est évidemment insuffisant, mais on est à l'heure de l'instant présent, il faut toujours tout analyser. Et c'est vrai qu'il résume bien ce que redisait Christophe tout à l'heure. Il dit en gros, avant ça faisait 3 lignes, une erreur, aujourd'hui ça fait 3 pages. Il a complètement raison. Oui, mais ça passe aussi par ça, c'est une exigence supérieure. Je pense qu'il en a conscience. Moi, ce qui me rassure avec Lucas Chevalier, je pense qu'il a la tête sur les épaules. Je ne suis pas sûr qu'il soit en pleine panique. Voilà, il faut accepter. C'est pour ça que je lui ai posé la question de savoir sur quoi il fallait travailler. La technique, je pense qu'il l'a pas perdu. Il faut juste le mettre dans des bonnes conditions psychologiques. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, le PSG va à Monaco ce week-end. Et souvenez-vous ce qui s'était passé à Monaco avec Donnarumma. C'est la fameuse cicatrice. Alors, on a rigolé avec ça pour dire que ça avait fait un tournant. Évidemment, ça n'a pas de sens. Mais ce que je veux dire, c'est que des fois, il suffit d'une prestation accomplie pour que ça parte. Et encore une fois, je le répète, il est arrivé au PSG sans être international aussi, c'est-à-dire que on n'amène pas Navas, on n'amène pas un type qui est encore complètement construit. Pour moi, 1 an. Alors évidemment, ce sera trop long si le PSG se fait sortir en 8e de la Ligue des Champions. Mais après, il faudra aussi être un peu plus, regarder un peu plus loin, de se dire que si le PSG se fait sortir tôt en Ligue des Champions, je ne suis pas sûr que ça repose que sur lui. Donc voilà, il faudra faire une analyse beaucoup plus circonstanciée quand il le faudra. Allez, on passe au deuxième sujet et à ce qui se passe à Liverpool, ou ce qui ne se passe plus. C'est-à-dire que Liverpool est sur une série assez stupéfiante de 9 défaites lors des 12 derniers matchs. Ça leur était plus arrivé depuis 1954. Certain temps. Ça donne une idée du désastre de cette première partie de saison désastreuse de Liverpool. Surtout que ça n'avait pas démarré si mal et ça s'est totalement écroulé, et de façon spectaculaire. Un peu comparable à ce qui s'est passé à Manchester City l'an dernier, à peu près à cette période de l'année. City l'a traîné comme un boulet toute la saison et a fini par exploser en vol. Aujourd'hui, Liverpool est 12e de Première Ligue à 11 points du premier qui est Arsenal. Et selon la presse anglaise, Arne Slot a 3 matchs pour sauver sa peau et prendre au minimum 7 points. Maxime, c'est assez déstabilisant de voir des équipes qui ont
estimait être comme le favori de la Ligue des Champions. Il y a eu un gros mercato, etc. On se disait, ça peut être l'année de Liverpool. Oui. De les voir s'écrouler, surtout qu'ils restaient quand même sur des saisons assez exceptionnelles, premier, deuxième de Première Ligue, une Ligue des Champions gagnée. Qu'est-ce qui se passe selon toi? Et surtout, Arne Slot fait une première saison qui est exceptionnelle en Oui. tout point. C'est toujours le risque. Attention, il passe derrière Jürgen Klopp. Attention, la statue du commandeur. On a vu des entraîneurs de talent ne pas réussir dans la même situation. Ce qui se passe quand à je pense Manchester toujours à United. Manchester United. Voilà. C'est-à-dire que le parallèle est intéressant parce que finalement, Moyes a perdu avec le vestiaire de Ferguson la première année. Et moi, à l'époque, je disais, laissons-lui une deuxième année. Parce que ça, c'est le vestiaire de Ferguson. Il est trop marqué par Ferguson. Et à l'inverse, Arne Slot, finalement, il a gagné avec le vestiaire de Jürgen Klopp. Mais c'est la deuxième année qui est compliquée. Et c'est vrai, comme tu l'as dit, c'est fou. Parce que début de saison, oui. Mais maintenant, avec le recul, on peut avoir une grille de lecture un peu différente. Il y a des victoires à l'arrache. Se dire, oui, mais c'est une équipe qui lâche rien. Oui, mais en fait, c'est un peu juste. Eux n'ont pas l'excuse de la Coupe du Monde des clubs. Pour le coup, on pourrait dire, voilà, moins préparé, etc. Non. C'est simplement que là, ça coince. Alors, l'évidence, c'est de regarder. Moi, il y a deux axes à regarder pour moi. Moi aussi, j'en ai deux. J'espère qu'on n'a pas les deux mêmes. Bon, si, on a tous les deux mêmes, Ouais. c'est sûr, à peu près. Un, le recrutement. Ouais. Le recrutement qui est impressionnant On a les deux mêmes. et qui n'est pas Liverpool-esque dans l'esprit. Ouais. C'est-à-dire que c'est très malin. On a été les premiers à dire « Ah ouais, très bien, choix d'avenir, Wirtz, d'aller chercher ces joueurs-là. » Ekitike, alors Ekitike et Isaac, ça pour le coup, Tu dis Isaac, toi. ouais, je ne suis pas complètement convaincu parce que d'avoir deux joueurs qui ont un profil un peu commun, Oui, on tu a les l'impression qu'ils ont fragilises fait tous les deux, en fait. finalement, oui, et on a presque l'impression qu'ils ont fait le panic buy avant la fin. C'est-à-dire que comme Isaac, ça allait pas venir, vite on prend Ekitike, ce qui était un très bon choix. J'avoue que prendre les deux, je suis pas sûr. Wirtz, ça marche pas terrible, mais encore une fois, c'est comme Chevalier tout à l'heure. Attendons. Mais n'empêche que ce qui est fou, c'est cette dégringolade. À part Sobotsai, en gros, j'ai l'impression que tout le monde évolue, personne n'évolue à son niveau. Et l'autre problème, alors Slot a ses raisons, c'était le feuilleton de l'année dernière avec les prolongations de légende, entre guillemets, qui fallait garder, Virgil van Dijk, Mohamed Salah. Force est de constater que ça marche moins bien cette année. Mais ça, c'est pas prévisible et c'est dur parce que quand vous êtes l'année dernière, vous avez Trent Alexander-Arnold, ils avaient 3 joueurs en fin de contrat, ils savaient qu'ils allaient se débarrasser d'un. Pourrait se dire, est-ce qu'ils n'ont pas laissé partir celui qu'il fallait peut-être pas laisser partir. Mais c'est très compliqué et finalement, c'est difficile presque à... Il y a un côté presque paranormal. Moi, quand j'ai pas regardé le match de mercredi, quand je vois à la fin, je regarde les scores, je vois Liverpool-PSV 1-4. On se dit que là, il y a une espèce de spirale qui est folle. Voilà, apparemment, Liverpool laisse 3 matchs à Slot. C'est pas un club normalement qui est coupeur de tête. Alors, Jamais. il y en a qui sont Brendan Rodgers, ça a Ce mis qui un peu veut moins de dire temps. que Voilà, c'est que là, il y il a un sentit un truc. souci. Mais c'est compliqué. Et moi, alors, je vais dire la même chose que je disais l'année dernière pour le PSG, avec Luis Enrique. Faut pas couper la tête comme ça. Parce qu'encore une fois, si à partir du moment où le club a décidé d'investir plus de 400 millions dans du recrutement, il y a cette possibilité que ça marche moins bien. Donc si ça marche moins bien et qu'aujourd'hui le club se retrouve incroyable derrière Manchester United en championnat, il faut quand même laisser attendre, même si évidemment une dégringolade trop importante serait pas acceptable. Alors, moi aussi, j'ai 2 facteurs qui me semblent essentiels et qu'on ne prend pas assez en compte dans l'analyse qu'on a parfois des faits de jeu, des matchs. Alors, le premier pour moi qui est essentiel, c'est quand même que Liverpool a perdu Diogo Jota il y a quelques mois et qu'à un moment, ça a affecté le vestiaire. J'ai parlé la semaine dernière avec un ancien joueur de Liverpool qui lui, il expliquait la chose comme ça. C'est-à-dire, et notamment Salah, qui était très proche de Jota, qu'à un moment donné, ces choses-là te rattrapent. Il y a une deuxième chose, tu l'as déjà esquissé, mais effectivement, sur la reconstruction de l'effectif, changement des rapports de force aussi. Et encore une fois, je me répète pour la 1800e fois dans cette émission, mais quand tu recrutes 3 joueurs à plus de 100 millions et il a 95, je crois, Ekitike. Et les chiffres ont une importance. C'est-à-dire que tu leur fais porter ça sur les épaules. Et que tu peux être le joueur le plus armé, qui a la plus grande confiance en soi. Quand tu as cette étiquette-là sur le dos, même si tu es plusieurs dans un effectif, ça compte. Je vous conseille une interview de Kolo Muani dans l'équipe il y a quelques mois, qui avait fini par dire que oui, quand tu coûtes 90 millions et que tu es l'attaquant du PSG et que tout le monde te regarde, c'est beaucoup plus difficile. Et là, on est sur 3 joueurs qui ne viennent pas d'immenses clubs européens. Ce sont 3 joueurs qui viennent de Newcastle, du Bayer Leverkusen et de l'Eintracht Francfort, donc qui ont un palier à franchir. En même temps, Wirtz, Ekitike et Isaac, je suis désolé, s'ils font tout, Ekitike a 1 degré moindre, mais si Isaac et Wirtz ont beaucoup de mal, c'est aussi parce que, 1, il faut supporter ce prix du transfert qui est gigantesque, et 2,
Le palier en plus, tu arrives dans l'un des plus grands clubs du monde où, comme Lucas Chevalier avec le Paris Saint-Germain, où voilà, c'est arrivé à Dembélé quand il est passé de Dortmund au Barça pour 140 millions d'euros. C'est arrivé à Joao Félix quand il est passé du Portugal à l'Atlético Madrid pour des sommes folles aussi. C'est toujours compliqué, surtout quand tu es jeune, surtout quand tu viens d'un club plus petit, d'assumer ces transferts-là. Et aujourd'hui, Liverpool se retrouve aussi confronté à ça. Alors, il y a plein de facteurs sans doute. Je pense que Salah et Konaté, les faillites individuelles aussi, l'expliquent en grande partie. C'est toute une addition finalement de choses qui tournent pas rond. Non, mais en plus, tu peux chercher des explications dans tous les sens. Tu as dit Oui. pour Wirtz, je me mets dans la peau de Wirtz. C'est-à-dire qu'il y a le prix du transfert, etc. Il y a évidemment tout le bruit autour, parce qu'ils ont beau dire on lit pas la presse, etc. Et puis tu fais deux matchs un peu pourris. Putain, Voilà. il a coûté 140 millions d'euros. C'est ça. Alors ça, c'est un Leverkusen, boulet. mais Oui, c'est un boulet. Et là, il était dans un confort, il était avec un style de jeu qui lui correspondait, c'est toujours pareil. Et là, passait par lui, c'était lui, quoi. Voilà, et il se retrouve dans un cercle vicieux. Et imaginez quand même, c'est un peu ça fait le lien avec Chevalier tout à l'heure, de dire il rate 2 matchs, bon, toujours pas de passe décisive, toujours pas de but. Bon, 3 matchs, etc. Même lui, les joueurs sont lucides quand ils font un bon match, quand ils font un mauvais match, ils le savent. Donc quand ça commence à s'empiler, ça devient plus difficile. Voilà. Et c'est vrai que là, on est sur un rapport de force qui est très compliqué, ce que tu as dit. Et on pourrait trouver des explications, dire, alors j'ai dit ça là tout à l'heure, qui a prolongé, dire peut-être un confort, même dans l'inconscient. Konaté, lui, il n'a pas prolongé. Donc, on pourrait dire, oui, c'est une season year, c'est-à-dire là où il faut qu'il cartonne pour avoir un gros contrat ou aller dans un gros club derrière. Non, c'est pas si simple. Et en fait, c'est tellement difficile, il y a tellement une mayonnaise qui est difficile à prendre que... Et en plus, Liverpool joue en Première Ligue. Donc, dès que ça déraille un peu, il y a quand même du monde pour vous passer devant. Mais c'est vrai que c'est assez fou. Et le parallèle avec Manchester City l'année dernière, même si City, c'était plus des blessures, notamment, on avait peut-être un peu exagéré, mais quand même, que Rodri ne soit pas là. Là, c'est quelque chose qui est quand même assez exceptionnel, tu l'as dit, 9 défaites sur 12 matchs, c'est jamais vu depuis 1954. Et pourtant, Dieu seul sait si Liverpool, quand même, entre 1990 et le titre de Covid de 2020, il y a quand même des moments très difficiles. Non, Liverpool n'était pas tombé aussi bas, alors que là, l'équipe n'a jamais été aussi bien armée sur le papier. Konaté, c'est un bon exemple parce que on ne peut pas croire que Konaté soit devenu un mauvais joueur du jour au lendemain. Il a montré suffisamment de choses avec Liverpool et avec l'équipe de France pour qu'on se dise qu'est-ce qui se passe. Il a pris quand même des tirs. Carragher qui a dit, je crois que c'était sur CBS, que sa faute, je crois que c'est sur le 3e but, mercredi, est passible de licenciement. Temps mort. Ouais. Moi, je suis très content parce que je suis le premier à dire que les joueurs doivent parler, que les anciens joueurs doivent donner leur avis. Mais j'ai mis Carragher quand même. Est-ce qu'il aurait accepté quand il faisait sa carrière, on lui dise, parce qu'il a été très fort, c'est une légende, mais il n'a pas toujours été irréprochable. Donc mais juste ce que je veux dire, c'est que Konaté, dans l'écosystème qui est le sien aujourd'hui, il n'arrive pas à s'en sortir. On l'a vu avec l'équipe de France, il n'était pas bon. Avec Liverpool, il est presque de plus en plus mauvais. On a envie de lui jeter un radeau de sauvetage, mais comme un Salah. C'était quand même 2 joueurs socles sur lesquels Liverpool pouvait compter quand même depuis quelques années. Alors ça, là, ça fait même de nombreuses années. Et là, donc c'est pas que recrutement, etc. C'est que tout part à volo. Et bon courage à Arne Slot. Mais effectivement, je suis un peu comme toi. Je suis pas sûr que ce soit lui le principal problème. Même si je pense que si tu instaures un souffle nouveau, en fait, c'est pas tellement lui le problème, mais c'est juste peut-être qu'il faut un autre discours, une autre page blanche, et surtout que l'attention qui est aujourd'hui très focalisée sur les joueurs, pivote sur le nouvel entraîneur et que tu as en fait une nouvelle histoire à raconter. C'est peut-être juste simplement ça. A priori, les 3 matchs, ce serait West Ham, Sunderland et Leeds. Oui. Alors, vu ce qu'on a vu dernièrement, on ne sait pas. Voilà. Normalement, ils ont pris 4 contre le PSV à domicile. Ça va devenir compliqué. Voilà. Mais oui, j'ai du mal à... Et d'ailleurs, ça va faire un peu lien avec le prochain sujet, à en vouloir complètement à Arne Slot, parce que oui, maintenant, on va se dire, oui, il a gagné grâce au vestiaire de Klopp. Ce qui est en partie vrai, parce qu'il est joueur. Mais comme tu le dis, quand tu arrives dans un nouveau club, il faut quand même faire infuser. Parce qu'on a aussi loué ce qu'il avait apporté, ce qu'il avait changé. Ce n'était pas un copier-coller. Maintenant, c'est là que c'est difficile, mais je pense qu'il s'en relèvera. Et je serais quand même étonné que Liverpool le vire. Mais bon, ça, on verra. On passe au 3e sujet. Non, on va passer d'abord au droit de réponse. Ah, pardon. Parce que vous le savez, on a décidé de prendre en compte vos commentaires sur la page YouTube, donc allez-y, mettez des commentaires, chambrez, dites ce que vous voulez, etc. Et alors là, j'en ai pris juste un de la semaine dernière qui m'a paru quand même étonnant. Audacieux. Audacieux, parce qu'on a eu le débat avec Chérif Guimour. Alors Martin n'était pas là, non. Il était en train de
bronzé au Club Med, pour ne pas citer. Voilà, tranquille. On a parlé avec Chérif Guémour de Platini et Zidane, Chérif qui sortait un livre, et à un moment s'est posé la question, mais qui est le troisième homme? Et il y avait un consensus. J'étais intéressé d'avoir son avis, parce qu'avec Martin, on est à peu près d'accord sur le troisième homme. Et je me suis dit, qui va donner? Et il y a un consensus sur Antoine Griezmann. Or, on a eu un commentaire qu'on va voir apparaître, qui dit, et vous oubliez Papin et Cantona. Ouais. Alors, Oui. moi, Alors pourtant, Dieu seul sait si cette époque m'a marqué. ouais, et Dieu que seul t'aimes sait Papin. que j'aime Papin, que j'aime Cantona, que c'est une attaque incroyable, que Platini, d'ailleurs Platini, on y revient, sélectionneur. D'ailleurs, j'ai oublié de le dire la semaine dernière, j'ai regretté, je voulais le dire. Je voulais un peu redonner du lustre à la carrière de Platini sélectionneur, je crois que je ne l'ai pas dit, parce qu'il y a l'Euro, mais la qualif est incroyable et ce n'était pas une qualif avec Azerbaïdjan. Et voilà, bon bref. Oui, Papin, Cantona, c'était le socle de cette équipe, c'était les deux grands joueurs qu'avait Voilà l'équipe de l'équipe. France. Mais bon, Voilà l'équipe. non mais de dire aujourd'hui Papin, troisième joueur de l'histoire des Bleus, même en 91 ou 92, il pouvait pas y prétendre, il était peut-être à la rigueur top 5, au moment où il est au sommet. Ouais, mais il y a des gens qui sont passés derrière quand même. Ouais, il y a un peu de gens qui sont Mec, ils ont rien passés gagné derrière. en équipe de France. Alors je ne rien. me souviens plus où on avait mis Papin et Cantona quand on avait fait notre top, Mais top ils sont 50. loin. Ils sont Oui, loin. c'est Mais déjà, t'as quasiment top. tous les champions du non, mais monde. devant. non, mais Papin, tu mets top 25 à la rigueur. Top 25, top 30. Oui, mais il y a 54 buts, et ce qu'il fait 54 buts, 30 buts, 54 sélections. Et Ouais. c'est compliqué, mais donc, le problème, c'est, regarde, Martin, ça veut dire que tu mets Papin et Cantona devant Henry? Non. C'est compliqué. Devant Copa? Non, Devant Deschamps? non, Devant Laurent Blanc? non, Thuram. Thuram? Marcel Desailly? Voilà, c'est compliqué. Alors évidemment, il y a le poids du Et titre même mondial. Varane, même Oui, Lloris. Donc oui, là, j'ai trouvé ça Giroud, audacieux, mais en tout cas, ça nous a intéressés, donc n'hésitez pas audacieux à pour pas dire commenter. complètement débile. Non, mais c'est générationnel. Mais j'ai vu qu'il y avait une réponse, quelqu'un lui a répondu, j'avoue, j'ai pas regardé la réponse, mais en tout cas... Non, il faut pas dire ça, parce qu'après, les gens vont plus vouloir... C'est poser vrai, des- c'est vrai. Mais là, il y a une petite erreur de jugement quand même. Ouais. Si on est objectif quand même. Et pourtant, moi Peut-être aussi, un quand on supporter de l'OM, je sais pas, qui a beaucoup aimé Ouais, l'année ouais. 91, mais même l'année 91, Cantona a fini par sortir du 11. Ouais. Donc non, bon, bref, c'est... Mais moi, j'aime bien rehausser la carrière Après, de si on Papin. fait hors équipe de France sur les joueurs, les plus grands joueurs français de Ah l'histoire, oui. Ah bah là, ça oui. remonte Oui. peut-être un peu. Oui, parce que c'était Notamment, notre... ouais. Moi, Puis- c'était ma différence que je faisais entre Voilà. Platini et Zidane. Bon, voilà, c'était notre petit... Donc, n'hésitez pas à nous mettre des commentaires, on les lit. Il y Et en on a se moque de vous, quoi, globalement. Non, il y en a qui Mais nous font non, marrer, mais c'est non, bien, ça ça, discute et on a besoin de ça pour progresser, parce qu'on n'est pas encore au top, même si l'impression... On est quand est même pas pas très très loin. loin du top, quand même, là. Il y en a un qui est pas au top de sa forme, parce que là, je pense que lui, il en a mais vraiment ras-le-bol. J'ai rarement vu, alors peut-être que lui dira non, un entraîneur qu'on avait autant marre, c'est Franck Hez, Ah oui, d'ailleurs, il est au qui, bout du rouleau. alors, les 17 défaites de suite en Coupe d'Europe pour Nice ne sont pas que pour lui, parce qu'évidemment, c'est une offre collective qui a été commencée avant. Mais là, ça fait quelques semaines que je me disais que j'ai quand même un peu l'impression qu'il en avait un peu marre et qu'il fait un peu tout pour se faire dégager. Défaite face à Porto, 3-0. Un but au bout de 19 un secondes. but au bout de 19 secondes, c'est incroyable. J'étais dans la rédaction d'Eurosport.fr hier quand il y avait la personne qui live le match qui m'a dit, texto, et dit j'ai même pas eu le temps de marquer le coup d'envoi, il y avait déjà un 0, donc voilà, je le plaignais. En gros, là, on sent qu'il a envie de se faire virer, pas forcément de démissionner, on en parlera après, mais est-ce qu'on peut lui en vouloir? Non, c'est difficile de lui en vouloir. Il a dit exactement hier, je ne démissionnerai pas, je continuerai à assumer mes responsabilités, je n'abandonnerai pas mes joueurs. Mais si ça doit être la solution, mon limogeage, je suis prêt à l'accepter. Voilà. Est-ce qu'on peut lui en vouloir? Franchement, c'est compliqué. On est quand même sur une équipe, sur un projet, plus qu'une équipe. Un projet qui était clair, avec un investisseur très très fort, Ineos, qui investissait beaucoup ces dernières années, et qui, depuis qu'ils ont racheté Manchester United, se désintéresse complètement de l'OGC Nice. Je ne vais pas vous gaver de chiffres, mais je vais juste vous dire quelque chose. Depuis l'arrivée de depuis l'arrivée d'Ineos en 2019, les mercatos étaient toujours excédentaires du côté de l'OGC Nice. C'est-à-dire qu'ils dépensaient toujours plus que ce qu'ils recevaient, que ce qu'ils vendaient. Cet été, ils ont vendu pour 100 millions d'euros. Donc, ils ont fait je crois, un solde positif de 80 millions d'euros. Donc le message, Ineos, ils peuvent dire ce qu'ils veulent dans les médias, etc. Pareil, les dirigeants de Nice peuvent dire non, mais Ineos sont toujours derrière nous, ils sont toujours dans le projet. Ça résiste assez peu à l'épreuve des faits, puisque donc, pour la première fois depuis 2019, Nice avait un mercato dans le vert.
Ce qui veut dire, ils ont vendu Laborde, Guessant, Todibo sur ce mercato, Boulka, ils ont vendu leur équipe type, Rosario et compagnie. Et puis pour acheter qui? Pour acheter des joueurs qui avaient beaucoup moins de références. Donc à un moment donné, ils se sont fait déplumer, dévaliser le GC Nice. Donc c'est très compliqué pour Francaise de rester sur les standards de l'an dernier. On rappelle, à un moment, ils étaient quand même en lutte pour la Ligue des Champions pendant très longtemps, en lutte pour le top 4. Finalement, ils finissent aussi à une place au général qui est très honorable par rapport aux moyens engagés. Mais quand tu te fais déplumer l'été, Marseille s'est renforcé, Monaco s'est renforcé, Paris Saint-Germain, j'en parle même pas. Mais malgré tout, c'est dur de rester sur ces standards-là. C'est pourquoi, pour moi, Hez, je peux comprendre son agacement vis-à-vis de ses joueurs, mais vis-à-vis aussi de la matière qu'il a entre ses mains. Je peux comprendre son agacement et je peux comprendre que depuis quelques semaines, il montre en tout cas son énervement et presque, là il est un petit peu à bout. Depuis Will Seal qui se balançait sur sa chaise pour démentir le fait qu'il voulait aller en Angleterre il y a, je crois, 1 an et demi quand il était à Reims, j'ai rarement vu un langage corporel aussi affirmé, ou au moins dans les mots, de comprendre que là il en a marre. Mais comme tu le dis, c'est vrai qu'on a du mal à lui vouloir parce que le type fait 4e l'année dernière, il fait plutôt du bon boulot, c'est plutôt ce qu'il a fait avec Lens, c'était plutôt remarquable. Donc en gros, lui, j'allais dire, sa feuille de route est quasiment immaculée. Bah oui. Il y a, là où je lui reprocherais, il y a 2 choses, c'est sur le discours, c'est-à-dire qu'il envoie un peu ses joueurs sous le bus quand même. C'est-à-dire que, ouais, mais après, ça peut être un moyen aussi. oui, mais bon, ça marche ouais. pas. Mais je pense que c'est surtout un moyen de dire, et comme l'a déclaré hier, qui est quand même, c'est pas, je vais pas démissionner. C'est limogez-moi. S'il dit limogez-moi, il vient de prolonger il y a 2 mois. Jusqu'en 2029. Jusqu'en 2029. Donc voilà. Après, c'est de bonne guerre, encore une fois. Là, top parenthèse. Ils n'avaient qu'à pas le prolonger. Enfin, je veux dire, à quel moment? C'est comme Julien Stéphan à Rennes. Ok, il fait une super saison, mais il a un contrat qui dure sur 2 ans. Prolongez-le peut-être en avril. Quand vous voyez la saison qu'il a fait, ça, si Nice doit payer, c'est tant pis pour eux parce qu'ils avaient qu'à être un peu plus malins. Il n'allait pas partir au mois de septembre. Donc bon, bref, ça c'est autre chose. Mais c'est vrai que c'est compliqué. En fait, tu disais Ineos. Enfin, très vite, Radcliffe parlait de Manchester United. Ouais. C'est-à-dire que le mec vient de racheter un club et direct, ouais, Manchester United. Alors, moi, je suis pas fan de la multipropriété, ça vous le savez. Je suis pas fan, même si ça marche bien, de Chelsea et Strasbourg, parce que je trouve que c'est une hérésie. Oui, mais là, on n'est pas sur une multipropriété. Non, mais voilà. Là, on est sur. On a acheté Nice. Ouais. Finalement, on achète Manchester City. Ce que je veux dire, il y a le caillou dans la chaussure. Oui, mais ce que je veux dire, le lien, il pourrait y avoir un lien. Ouais, mais il n'y en a pas. Mais il n'y en a pas. Il y en a pas. C'est-à-dire, au moins qu'il y ait ce lien de au moins faire que grandir. Nice en tire un bénéfice. Voilà, mais Nice, non, c'est vraiment le délaissé. Et pourtant, Nice a tout pour plaire. Ouais. C'est-à-dire que. Pour moi, il manque un truc quand même. Ouais, non, mais il manque un soutien populaire quand même. Ouais, il y a quand même du public quand même. Et le stade, il le remplit Oui, jamais. mais L'an dernier, ils font une belle saison. Ouais, mais c'est pas une ville qui vibre pour non, mais les fervents, ils sont là, ça je veux dire. Ah oui, par contre, il y a un noyau qui est. Il y a un noyau qui existe. Ouais. Il y a un beau stade, alors avec des problèmes de circulation, d'accès, ça c'est encore autre chose. Et ça, il faut toujours y réfléchir quand on fait un stade. Une belle ville. Enfin, il y a quand même des choses. Il y a une image de marque. Il y a une image de marque. Il y avait Franck Hez qui vient. Là, on peut se dire, bon, ça va prendre, mais le problème, c'est que c'est ça, c'est que s'il n'y a pas de volonté derrière, ça ne sert à rien. Et puis, ça s'est mal barré, la saison. Jonathan Klaus avait envie de partir, il ne part pas. Mofi, il boude. Mofi, Boga, tout ça, etc. Le brassard sur Klaus, on lui reprend. Enfin, ça navigue à vue. Et ça, pour le coup, Franck Hez ne peut pas ne peut pas être complètement mis de côté parce que c'est aussi sa responsabilité. Mais on a plus envie de le plaindre sur ce qui se passe à Nice et les promesses aussi qui ont sans doute été faites, c'est-à-dire d'avoir un club, je veux dire, à la Rennes un peu. Voilà. Alors, ça me dit Rennes, c'est pas forcément le super exemple, sauf que là, bon, ça marche mieux et qu'on sent quand même qu'il y a. Enfin, au moins Rennes, j'ai l'impression qu'il y a quand même un projet un peu plus clair. Là, le projet de Nice, c'est bon, on a un club, on a un truc, on l'a dans la poche. Tu as dit le caillou dans la chaussure, c'est un peu ça. Nice, c'est le caillou dans la chaussure d'Ineos. Et en fait, c'est gênant. C'est le vrai problème. Tu parlais de la multipropriété. Pour moi, le truc central, il est là pour Nice. À la limite, ça pourrait être le club vassal de Manchester au moins, ce serait clair. Ouais, au moins, ce serait clair. Club vassal, c'est-à-dire que Manchester au sommet de la pyramide. Nice tire quelques bénéfices à ça. Mais là, on a juste l'impression que Ineos a racheté Nice trop tôt. Ils se sont dit, on n'aura pas Manchester United, on va aller sur la Côte d'Azur avec Nice. Il y a un nouveau stade et tout, ça peut être chouette. Ils ont investi quand même. Ils ont quand même investi. Prenez les montants sur les mercatos, ils ont quand même investi.
Et là, ils ont eu leur joujou, mais c'est comme les enfants à Noël, ils ont un nouveau joujou, celui de l'année dernière, il ne vous intéresse plus du tout. Et là, Nice est vraiment dans une situation bâtarde. À mon avis, il vaut mieux changer s'ils arrivent à en trouver un, d'investisseur qui soit motivé par ce projet-là et qu'ils le prennent à bras-le-corps, plutôt que de changer d'entraîneur. Parce que pour moi, le problème il est plus dans les bureaux que sur le banc. Là, il faut vendre. Ouais. Il n'y a plus rien à sauver. Ouais. Et entre parenthèses, Manchester United et Ineos, c'est pas non plus la folie. Donc, Oui, c'est pas non plus le la folie. problème, Oui, il mais est bon, peut-être t'as le aussi- choix entre les deux. Non, ce que je veux dire, non, c'est pas la folie, c'est-à-dire que l'expertise d'Ineos pour l'instant Ah sur oui, Manchester oui. United, c'est pas une dinguerie. Alors il y a eu un moment où ils ont commencé à gagner 3 matchs, mais là on peut pas dire que ce soit reparti de manière Tout à fait. très positive. On accueille Quentin pour le quiz. On accueille Quentin pour le quiz. Salut messieurs. Salut Quentin. monsieur. La semaine a été bonne? Ouais, qu'est-ce que. Oui, très bonne. Sauf ouais, la par hier, défaite là, hier au tournoi Oui, j'ai entendu ça, ouais. Mais très bonne émission. Toujours intéressant d'avoir le lichon. Hein. Ouais. C'est Vraiment intéressant. oui. Ah, c'est vrai que toi, Qu'est-ce que t'as retenu, toi Toi, t'es un mec du Sabrenet. Alors, Qu'est-ce que t'as retenu? Qu'est-ce que t'as préféré? C'est le moment où il dit bonjour. Ouais. Ça, c'était le Il y a moment tout dans fort. le bonjour. parce que Il y a comme- tout dans le le bonjour. problème, c'est qu'il a oublié qu'on était sur YouTube et qu'on voyait qu'il n'était pas là, en fait, Ouais. au moment de. Ouais, c'est vrai. Ouais. Donc, voilà. Vous Et vous êtes non. régalé devant les matchs de Coupe d'Europe cette Ah, semaine? franchement, c'était. Si. Grosse performance de l'Olympique lyonnais hier, hein, victoire 6-0. Ouais, alors ça, c'est- Un mot peut-être, Martin, pour décrire la performance des Lyonnais? C'est bien. C'est bien. Ça, c'est du journalisme. Il y a eu un événement lors de ce match. Le triplé de Tolisso. Triplé de Corentin Tolisso. Alors, vous me voyez venir avec mes gros sabots? Les triplés en Coupe d'Europe des Français. On va jouer avec les Français qui ont inscrit un triplé en Coupe d'Europe depuis 1955. Toutes Coupes d'Europe confondues. Je parle de C1, C2 et de C3. Ok. Le TOS. Donc, c'est une séance de tir au quiz. On va aller jusqu'à 5 tentatives chacun. Le TOS. Ah, c'est pas facile, ça. Quel joueur non français est le dernier à avoir inscrit un triplé pour un club français en Coupe d'Europe? Ah bah. Je sais pas. Zlatan. Cavani. Non. Ah, ça peut durer C'est longtemps. parti, c'est parti. Quel joueur, non? Vous êtes sûr que vous vous êtes bien régalé cette semaine devant les matchs de Coupe d'Europe? Ah, c'est qui un. Ah, c'est Non, catastrophique. pas Didier Drogba, quand même. Non, pas Didier Drogba, non. Donc je répète la question. Quel est le dernier joueur non français à avoir inscrit un triplé en Coupe d'Europe pour un Ah, club français? Neymar. Non, mais là, il y en a eu un cette semaine, je pense. Et on est Ah, catastrophique. Vitinha. Vitinha, bien ouais. sûr. Ah, bah oui, La main est pour C'est Maxime. catastrophique. Comment Alors, vous attends, triplé plus quadruplé. Bien sûr, à partir de 3 buts Ok. ou plus. Ok. Dans l'histoire. Mais je sais ce que tu vas dire. Bon, Zlatan. Alors, Zlatan n'est pas français. Voilà. On joue, C'est que c'était On joue. Mbappé, moi. on joue avec les joueurs français. Non, Bah, Mbappé. on joue avec les joueurs français. Ah oui. Non, bah, on lui accorde. Ah, bah non, mais t'es sérieux? Bah non. Mais non, mais j'étais parti sur les joueurs combien triplé avec un club français. Non, bah ouais, d'accord. Ouais, ok. Ah non, mais alors. Ouais. Ah, ok. Qu'est-ce que t'en penses, Maxime? Je m'en fous, comme vous voulez. Martin? Non, bah comme vous voulez. Moi, D'accord, comme on veut. Ouais. Non, mais... On est dans un flou juridique là. Bon. Bon, je tranche. Vas-y, je m'en fous. Tu n'as pas compris la question, Maxime, donc c'est malheureusement une pénalité Ok. pour toi. Pas grave. Je t'écoute, Martin. Bah, Mbappé. Qui a Mbappé, oui, qui en a inscrit 5 avec le Ah, mais j'ai eu un. Paris Saint-Germain Ah oui. et avec le Real Madrid. Donc attends, c'est français, quel que soit le club. Ouais, Benzema. Karim Benzema, C'est toi que t'as dit Ibrahimovic. tout à fait. Karim Benzema qui en a inscrit 4. Attends, avec un club français. Hein. Non. Joueur français ayant inscrit un triplé Bon, ou vas-y. plus en Coupe d'Europe. Joueur français, retiens juste joueur français. Martin. Papin. Oui. Jean-Pierre Papin, oui, qui en a inscrit 3 dans sa carrière avec le club Bruges et avec l'Olympique de Marseille. 2-1. Joueur français, Maxime. hein. Gomis, oui. Bafetimbi Gomis, très bonne réponse, qui l'a inscrit face au C'est pas Zagreb. non Dynamo Zagreb en 2011. Martin. J'allais pas dire un français. Tu vois, Putain, mais oui, c'est. J'allais pas dire un français. Henri. Thierry Henry, oui, il en a inscrit 1 face à l'AS Rome en 2002. Ah ouais, c'est très beau match. 3-2. Trezeguet. David Trezeguet
Non, Non. ne figure pas parmi les joueurs ayant inscrit. C'est donc une balle de match, Martin. Ouais, Griezmann. Antoine Griezmann n'a jamais inscrit de triplé. C'est pour recoller Maxime. C'est bien celui-là. Kurzawa. Levin Kurzawa. C'est vrai. En 2017, contre Anderlecht. Anderlecht. Tout à fait. Attention, c'est de nouveau une balle de match pour toi, Merde, Martin. encore. Eh oui, 5e tentative pour Martin. 3 partout. Ouais, je suis un peu en slip là. T'es en slibard? Je suis un peu en slip. Attends, depuis quand? Depuis 1955. Platini? Michel Platini en a inscrit un avec l'AS Saint-Étienne en 1980. Ah bah oui, c'est pas Hambourg, non? Pardon? Hambourg, non, contre Hambourg? Non, contre Palosera. Ouais. Voilà. En, Non plus. Ouais. en Ligue, en coupe UEFA à l'époque. Victoire de Martin. Bravo. Mm. Il y en avait combien? Il y en avait 38. Ah ouais. Ouais. Et il y avait des gros noms encore. oui. Ah bah oui, oui. Bah, il y avait Giroud, non? Benjamin Bourigeaud déjà. Ah ouais, en gros nom. Ah oui, oui. Alors il y avait il y avait Ousmane Dembélé, il y avait André-Pierre Gignac, Olivier Giroud, Guillaume O'Haraud, Alors, j'y pensais, Bernard mais je me rappelle Lacombe, plus contre qui? Christopher Nkunku, Sylvain Wiltord, Philippe Vercruis, Corentin Tolisso. Corentin Tolisso. Et alors, il y avait une golden réponse, messieurs. Ah. Donc la golden réponse, Vas-y. je vous rappelle, hein, c'est vous donnez cette réponse, bah, vous gagnez le quiz. Il faut peut-être nous le dire avant ça, mais. Oui, j'y ai pas pensé, mais j'étais Vas-y. paumé dans le Zlatan L'année, de... le match. Ah ouais, là, j'ai. Si je vous dis Lamine Diaby Fadiga. Bah. Fadiga Auxerre. Mais Non. C'était pas ça son prénom. Non. C'était Kalidou. Qui a marqué cette semaine, jeudi, avec le Rakov Ah ouais. Tchetosova. Ok. contre le Rapide de Vienne. Mais Ah ouais. vous le connaissez, ce joueur. Parce que vous vous souvenez de cette affaire. C'est un joueur qui est passé par Nice. L'affaire de la montre de Casper Dolberg volée dans le C'est vestiaire. fou, mais chaque fois qu'il y a un Fadiga, il y a des. Oui, ce que j'allais dire, je prends Fadiga à l'histoire de Ouais, moi aussi, oui, du oui, bien Sénégal en Coupe du Monde. Parce que Fadiga, un ancien joueur Ouais. sénégalais, avait volé aussi La bijouterie, des juste bijouteries. avant l'ouverture de la Coupe du Monde. Voilà, ouverture de la Coupe du Eh ben, c'est ce joueur-là qui a refait son apparition cette semaine, voilà, en Ligue Alors que Conférence. Maxime, il a toujours pas fait sa réapparition, tu vois, cette semaine. Bah, non, mais là, J'ai gagné le Maxime. dernier. J'ai gagné le dernier. Non, non, mais On monte la chantilly. t'as vu le quiz de la semaine dernière? Non. C'est un des plus gros upsets. Ah oui, oui. Ah, bah, Ah, oui, si, si, la je l'ai semaine vu, dernière, si, c'est si, incroyable. Ah oui, c'est avec incroyable. Cyril, Ouais, ouais, avec Cyril. Ah, c'était Ah ouais, fantastique. ouais, Cyril. Mais C'est vraiment. la plus belle victoire. Ouais, donc ça fait 2 défaites dessus, du coup, pour toi. Ouais, mais bon, tu vas pas, tu veux pas prendre la victoire aussi de Cyril Non, mais bon, là. Et là, je regarde, je fais les comptes, 1, 2, 3, Attends, je peux 4. regarder un truc, vite fait. Voilà. Tu vois. Non, il n'y a pas Zlatan. Non, non, on c'est peut pas ça. vérifier, Non, non. mais il n'y a pas de souci. J'allais dire Dado Perchaud, moi. Ah, juste Fontaine. Non, mais je voulais dire Fontaine, mais je. Ah, Ouais, mais il tu y a- l'as pas dit. Bah oui, Non, c'est mais comme non, mais d'habitude. j'aurais pas dit. Ouais, bah ouais. Je l'aurais pas dit. Moi, je j'avoue voulais qu'il- dire Viltord, Vercruis, Tolisso, Thomas, je voulais tous les dire. Non, mais la vérité, c'est une technique de management. T'es Ouais. pas mon- le sauf temps. que t'es Non, pas mais mon oui, mais manager, c'est donc, Cyril qui m'a demandé. Là, on comprend. Là, Là, il se perd. Là, c'est le noir. Là, c'est le Titanic. Là, tu mets Là, c'est le Titanic. Le Titanic. Il nous met mal à l'aise, là. Là, je suis gêné, là, ouais. Je transpire. Ouais. Rendez-vous la semaine prochaine. À la semaine prochaine, peut-être On avec sera Maxime, tous là ou Ah qui bah, est toujours oui, Coupe du parmi Monde. nous. Ouais, bah, Ah oui, mais c'est le tirage au Oui. sort de la Coupe du Ah bah Monde. oui, c'est vrai. On vous rappelle, tirage au sort de la Coupe du Monde avec des quiz de Quentin, avec des défaites de Maxime et surtout avec le calendrier à venir pour l'équipe de France. On va savoir contre qui joueront les Bleus à la Coupe du Monde. Tout est dit. À la semaine prochaine. Salut. On sera en direct. Ciao, ciao. Salut.